bonsoir à tous, où que vous soyez. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui a pour thème "L'éthique n'est pas noir ou blanc" avec Jacqueline Coetzee, Hélène Legallet, Marie-Paul Dumas qui nous viennent du Québec. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je vais laisser Jacqueline Coetzee qui est avec nous. C'était pas prévu, donc nous sommes très contents qu'elle a pu trouver du temps pour se libérer pour être parmi nous. Et je vais te laisser, Jacqueline, présenter toute ton équipe. Super. Merci beaucoup. Nous sommes extrêmement contents de pouvoir vous présenter cette deuxième partie du webinaire qu'on a décidé d'intituler "L'éthique, ce n'est pas noir ou blanc". C'est vraiment une conviction pour nous et qui va aussi vous permettre de compléter vos unités de formation continue selon les nouvelles règles de l'éthique. Donc, c'est moi, Jacqueline, effectivement, et je vais vous présenter mes collègues. Je veux simplement vous mentionner que ces webinaires sont le résultat d'une belle aventure qui a commencé il y a 2-3 ans, lorsque, à titre de membre du conseil d'administration d'ICF Québec, on m'a confié la responsabilité, la présidence du comité de déontologie. C'était un cadeau de grec, initialement. Mais finalement, parce que c'est un sujet qui m'apparaissait aride à l'époque, et je m'étais fixé comme défi de rendre ce sujet sexy, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit beaucoup plus agréable et intéressant d'échanger là-dessus. Et c'est là que mes deux complices aujourd'hui ont joint le comité de déontologie. Je vous les présente. Hélène Legallet, à ma droite, qui est une spécialiste en formation, en coaching, originaire de France et qui a passé une bonne dizaine d'années à l'île de la Réunion avant d'avoir la bonne idée de venir nous rejoindre au Québec avec sa famille. Je vous présente aussi Marie-Paul Dumas, une personne qui est une spécialiste aussi en formation, en coaching, en gestion des ressources humaines, qui a mené sa bosse à travers le Québec et qui a amorcé récemment un doctorat en éthique et devinez sur le domaine du coaching. Donc, c'est certain qu'on va vous revoir bientôt. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter aussi les objectifs qu'on s'est fixés pour ce webinaire et aussi le déroulement. Donc, notre objectif est simple. Vous amener à passer de la théorie à la pratique. Si notre mission sera accomplie, si on réussit à faire en sorte que vous compreniez au fond que l'échange avec vos collègues coachs est important et que vous compreniez qu'il y a différents points de vue. Donc, passez de la théorie à la pratique en exerçant votre jugement à la lumière du code de déontologie. Puis, que ce webinaire vous permette d'identifier divers points de vue tirés d'expériences vécues. Vous savez comme moi que c'est tout un défi de présenter ce genre de contenu par le biais d'un webinaire où l'interaction est moins facile. Je peux vous dire qu'on a fait des mains et des pieds pour faire en sorte d'avoir quelque chose de plus vivant possible avec les limites de la technologie qu'on a actuellement. Alors, pour ce faire, en termes de déroulement, on va commencer par un témoignage vécu qui parle de la réflexion éthique qui est en évolution continue. Par la suite, on va avoir deux cas pratiques du quotidien des coachs. Un premier cas pratique et où on a osé interviewer un vrai coach en lui demandant quelle est sa réflexion concernant ce cas pratique au niveau d'un cas de coaching à la lumière du code de déontologie. Et par la suite, on va un peu interagir avec vous dans la limite du possible. Par la suite, on va vous parler un peu de ce qu'on a découvert à travers tous nos échanges au comité de déontologie d'ICF Québec concernant le lien entre la protection du public et la crédibilité des coachs.
On va vous parler aussi du processus de gestion des plaintes. Et enfin, on va terminer par un autre cas pratique avec un autre témoignage d'un coach bien vivant, bien concret et une interaction avec vous. Alors, on y va, mesdames? Oui, absolument. Alors, nous allons commencer par un premier témoignage. Et ce témoignage n'est ni plus ni moins que celui de Jacqueline, qui a eu la générosité de nous parler d'une de ses tranches de vie en tant que coach et de son expérience personnelle, pour lequel elle a eu un questionnement éthique et qu'elle avait envie de vous partager. Jacqueline, on t'écoute. Merci. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette histoire? Merci, Hélène. Je peux vous dire que ainsi de se mettre un peu à nu, de s'auto-critiquer ou de présenter un petit peu un cas concret qui nous concerne devant quelques centaines de coachs de la francophonie. Mais je vais oser le faire avec vous et vous partager un petit peu cette autocritique que j'ai à ce niveau-là. Alors écoutez, je vous parle au fond de, comme vous le savez probablement, je suis coach exécutif, mais je suis aussi psychologue organisationnel et spécialiste en gestion des ressources humaines. Donc, il y a environ 13 ans, un bon bout de temps, on m'a offert le poste de directeur du développement organisationnel et de la gestion des talents pour la relève de gestion et la relève exécutive dans une grande banque canadienne. Je veux dire que j'ai eu beaucoup de succès à cette fonction, mais j'aimerais vous présenter un petit peu ce en quoi ça consistait et vous partager un petit peu ma réflexion à ce niveau-là. Donc, j'y vais. La mission de mon équipe à cette époque, c'était d'accompagner la haute direction pour qu'elle identifie ou qu'elle sélectionne les hauts potentiels. Par la suite, il fallait accélérer le plus possible le développement de ces personnes pour qu'ils puissent assumer des postes de haute direction en gestion. Donc, j'étais responsable de mettre en place les bons processus. Puis la direction voulait tirer le meilleur parti possible de mes diverses compétences. Donc, je faisais plusieurs choses. Au niveau de l'identification, je devais recommander et gérer le processus d'identification. Qui sont les hauts potentiels? C'était ça la question. Et je permettais aux exécutifs et aux membres de la haute direction de dire, ouais, c'est ceux-là. Évidemment, je ne choisissais pas, ni moi, ni mon équipe ne choisissait directement les candidats. Je devais aussi superviser le processus d'évaluation de potentiel de ces personnes-là, donc des évaluations psychométriques. Par la suite, au niveau du développement, j'étais responsable de superviser le développement personnalisé. Donc, mon équipe et moi étions responsables d'accompagner les personnes en développement et d'accompagner leurs supérieurs pour développer, pour identifier des plans de développement personnalisés. Je devais embaucher des coachs externes et superviser. Et étant donné mes compétences moi-même de coach et la crédibilité que j'avais auprès de la direction, on me confiait régulièrement des coachings spéciaux. Donc, ça faisait partie de ma description de tâche. Très, très bien, Jacqueline. Et alors, je pourrais dire que si je regarde ça d'un point de vue strictement performance, c'était un beau succès parce que j'ai eu du succès, mon équipe a eu du succès, on a amélioré l'efficacité des processus en question. Mais on va commencer le questionnement éthique. Qu'est-ce qui a été ta difficulté dans cette situation, Jacqueline? Difficulté dans ma situation? Difficulté. Je souhaiterais nous partager justement quel questionnement éthique cela a suscité. Oui, en fait, questionnement éthique, à l'époque, j'étais préoccupée par la confidentialité. Même si ce n'était pas inscrit dans le code de déontologie, à cette époque-là, la confidentialité inscrit, mais l'aspect du code n'était pas inscrit. Mais j'étais vraiment préoccupée et donc j'ai clarifié le plus possible, écrit
des politiques claires pour faire en sorte que cet aspect de confidentialité. Et selon vous, qui avez bien écouté le témoignage généreux de Jacqueline, quelles sont les valeurs ou les principes qui seraient en jeu? D'après vous, est-ce que ça pourrait être la confidentialité, la collaboration? Est-ce que c'est le respect? Est-ce que c'est l'indépendance? Pourquoi pas l'excellence? Est-ce que ce sont toutes ces valeurs? D'après vous, quel est votre avis sur cette question? Vous avez la possibilité de répondre. Voilà, donc il y a un sondage rapide On vous laisse quelques minutes qui est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à voter. Au plus vous êtes à voter, au plus ce sera intéressant pour nous. Pour l'instant, vous êtes à 60% à avoir voté et vous aurez les résultats dans quelques secondes. Donc, n'hésitez pas à voter. Vous êtes déjà à presque 70% à avoir voté. Donc, encore quelques secondes et nous allons, dans 10 secondes, nous allons clôturer donc les votes. Alors, voilà, nous allons voir maintenant les résultats. Voilà, donc 50% c'est confidentialité. Donc la valeur principale, c'est intéressant, qui est mise en jeu selon vous, est la 5, la confidentialité, suivie par l'indépendance. Tu entends, Jacqueline? Alors écoutez, c'est tout à fait ça. C'est là que j'ai été interpellée. À l'époque, je me disais, en termes de confidentialité, c'est merveilleux, tout est bien statué. Je me posais la question par la suite, l'importance de l'équité, du respect, oui. Et tout était aussi très bien, en bon québécois, on dirait canné, c'est-à-dire que c'était vraiment adressé et réglé. Il y avait l'objectivité était au rendez-vous, les meilleures pratiques, l'excellence étaient tous au rendez-vous. On avait un contrat de confidentialité très clair, des processus très clairs. Et quand je me posais la question aujourd'hui, en 2017, concernant même le coaching comme tel que je faisais à l'occasion, je me disais, mais les coachés étaient satisfaits, leurs supérieurs étaient satisfaits. Mais après ça, je suis allée un peu plus loin. Puis j'ai questionné réellement mon indépendance. Dans le sens que je me suis dit, ça a beau être un succès et que la confidentialité était préservée, je me suis dit, ces coachés semblaient m'avoir choisi. Ça semblait être une démarche volontaire, mais est-ce que c'était vraiment une démarche égalitaire? De par le rôle que je jouais en même temps au sein de l'organisation. Ça, c'est une question qui m'a réellement, en 2017, préoccupée. Ouais. D'accord. Je me disais aussi, est-ce qu'ils me choisissaient parce que ils voulaient être coachés par moi plutôt que par des coachs experts? Ou est-ce qu'ils me choisissaient plutôt parce que, entre autres, ils se sentaient un peu obligés, parce que j'étais impliquée dans le processus de décision, de nomination. Je me disais, est-ce qu'ils ne pourraient pas m'avoir choisi aussi parce que j'étais impliquée dans le processus de nomination? Tout ça, c'est une sorte de, aujourd'hui je m'en rends compte, une sorte de pollution dans la relation de coaching que je réalise aujourd'hui, avec mes yeux d'aujourd'hui. Avec peut-être aussi, de ce que je comprends, cette réflexion que nous avons eue, ce cheminement éthique, donc en termes de témoignages, de cas, d'expérience, ça a été cherché, cette expérience-là chez toi? Tout à fait. Et si c'était à refaire, ce qui nous intéresse également, c'est qu'est-ce que vous feriez si un tel rôle vous était offert, le rôle de Jacqueline, comment réagiriez-vous? Vous allez avoir un petit sondage qui vous permet de donner vos réponses. Et on a pensé à quelques questionnements, tels que est-ce que vous l'acceptez?
est-ce que vous le refusez? Est-ce que vous l'acceptez en vous assurant d'éliminer la portion du coaching interne? Ou alors, est-ce que vous l'acceptez en mettant des règles claires qui vont concerner les règles de confidentialité et la fameuse indépendance dont parlait Jacqueline? Pour finir, est-ce que, par exemple, vous l'acceptez en refusant le processus de nomination? Ce serait quoi pour vous? Ou alors, y a-t-il d'autres possibilités? Donc, vous avez encore la possibilité donc de réagir avec un sondage rapide. Alors, actuellement, vous êtes à 30% à avoir répondu. Alors, pendant ce temps, donc, mesdemoiselles, nous avons quelques questions. Est-ce que ça vous dit de répondre, en tout cas d'avoir une question et peut-être d'y répondre par la suite? Oui, oui, exactement. Alors, donc, nous avons une question de Jacques qui dit qu'entends-tu par démarche égalitaire auprès des coachés? Ben, ce que j'entends, c'est que habituellement, c'est écrit dans le code de déontologie, quand on est dans une relation avec un coaché potentiel, dans une démarche de coaching, en principe, on doit être d'égal à égal, on ne doit pas avoir du pouvoir sur le coaché. Et ce n'était pas une démarche tout à fait égalitaire, puisque j'avais en même temps un rôle de nomination, un rôle auprès de leur supérieur. C'est un peu ça que j'entends par démarche égalitaire. OK. Alors, entre-temps, donc, les gens ont voté. Alors, nous allons clôturer les votes. Hein, et les résultats, 55% l'accepter et fixer la confidentialité et l'indépendance. C'est excellent. Tout à fait intéressant. C'est excellent. Tout à fait intéressant. En fait, c'est ce que je ferai aujourd'hui. Et je dois vous dire qu'il y a un autre élément qui me chicoterait aujourd'hui avec toute ma réflexion, c'est-à-dire que le processus de nomination, c'est quand même un grand pouvoir. En fait, c'est certain que si j'acceptais ce rôle-là aujourd'hui, ben, j'essaierai de ne pas être coach interne. J'essaierai de déléguer ça et de dénoter que je pourrais être coach interne, mais pour d'autres personnes de l'organisation, mais pas pour ce programme que je gérais moi-même. Parce que je devenais un peu en conflit d'intérêts sans le vouloir, malgré toutes mes bonnes intentions. Et c'est notable, malgré le grand succès de ces programmes, malgré le grand succès de ces démarches. Et souvent, quand on évalue une situation, au début, on se questionne sur est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on a fait du bien, etc. Mais ce n'est pas tout dans ce questionnement-là. Vous êtes d'accord avec moi, mes chers collègues? Donc, ce n'est pas uniquement le succès qui est un indicateur de si c'est éthique et déontologique. On peut avoir un grand succès et se questionner sur nos règles d'éthique et de déontologie. C'est un peu ce que j'ai appris. Merci, Jacqueline. Merci pour cette expérience partagée. Tu as parlé de conflit d'intérêts. Et si tu regardais du côté du code de déontologie, à quel article ça ferait référence? Oui, alors, comme vous savez, l'éthique, la déontologie est en évolution continue. Donc, à l'époque, il y a 13 ans, ça n'existait pas. Depuis 2016, il y a un article qui s'est ajouté, c'est-à-dire dans la section de éviter les conflits d'intérêts, il y a maintenant l'article 14 qui parle de l'importance de clarifier le rôle du coach interne. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux de confidentialité, il y a des enjeux d'égalité. Donc, d'être capable de noter, et c'est parfois plus difficile parce que quand on est à l'interne, les choses sont moins définies, il y a plus d'ambiguïté. Donc, c'est un article qui s'est ajouté en 2016 lors de la révision du Code de déontologie et qui statue clairement que le coaching interne a des enjeux particuliers et qu'il faut être capable de clarifier les rôles du coach interne, fixer les limites, examiner avec les parties prenantes les conflits d'intérêts potentiels et bien définir la confidentialité. L'importance de clarifier le rôle. Exactement. Et peut-être qu'aujourd'hui, là, et peut-être que cette année,
Et l'an prochain, il y aura d'autres éléments qu'on va découvrir qui vont s'ajouter éventuellement au code de déontologie. Et tout ça pour dire que tout n'est pas écrit dans le code de déontologie. D'où l'importance de continuer à se questionner et partager. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacqueline, pour ton beau témoignage. N'est-ce pas la réalité de tous les coachs en entreprise, c'est-à-dire les enjeux de confidentialité et de dépendance? C'était une remarque, en tout cas une question. Et il y en a une autre qui dit, y a-t-il beaucoup de postes de coach internes au Québec? En France, il y en a peu. Je dirais, je vais d'abord répondre à la deuxième question. Il y en a de plus en plus de coachs internes. Et une des raisons pour laquelle c'est le cas, c'est que c'est aussi pour les organisations une façon de gérer leurs coûts en faisant en sorte qu'on ait beaucoup de coachs à l'interne et qu'on ait un peu moins de coachs externes. Donc, il y en a plus qu'avant. Et le premier commentaire, je suis d'accord, ce sont les enjeux de confidentialité sont toujours existants. Mais quand on occupe certains postes, certains rôles, je pense que c'est encore plus criant comme enjeu de confidentialité et c'est là qu'il faut faire encore plus attention, probablement. Une autre petite question de Nathalie Ducrot. Comment est-il possible de valider une clarté partagée, soi-même et les parties prenantes, suffisamment efficiente sur la confidentialité et l'indépendance? Moi, je dirais que c'est en osant, en informant, et je dirais aussi que c'est en faisant en sorte que, à la lumière de nouveaux cas, qu'on apprenne et qu'on enrichisse les règles quand c'est nécessaire. Parce que souvent, je suis d'accord avec Nathalie, souvent on est devant des règles comme le code de déontologie. Et lorsqu'on se retrouve devant des situations, on ne passe pas de la théorie à la pratique. Qu'est-ce que c'est? Donc, je pense que c'est en les écrivant, après ça en validant et en les mettant à l'épreuve par le biais d'incidents concrets qu'on va rencontrer et de s'assurer qu'à ce moment-là, on met à jour soit les plus clairs possibles, les plus pratiques possibles. Un peu ce qu'on fait aujourd'hui en vous présentant des cas pratiques. On parle de confidentialité, mais qu'est-ce que ça veut dire dans tel cas, la confidentialité? Alors, je ne sais pas si j'espère avoir répondu à la question. Voilà la réaction de Nathalie. Apprendre de l'expérience. Merci. Tout à fait. Merci. Merci, Jacqueline. Merci. Alors maintenant, on est à l'étape de pouvoir écouter, dans le fond, d'autres coachs à qui on a posé certaines questions au regard de cas pour entendre leur pratique. Parce que, bien évidemment, vous avez entendu depuis le dernier webinaire nos pratiques, nos réflexions. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas interroger d'autres coachs à partir de cas? J'ai quand même deux éléments à vous donner qui sont importants. D'une part, les deux cas qu'on va vous présenter, les coachs ont reçu à l'avance le cas. Alors, on a pu le regarder. Ils ont reçu aussi les questions à l'avance pour qu'ils puissent se préparer. Vous n'assisterez pas à une séance de coaching ni à une séance d'évaluation, non plus à une séance de supervision, mais beaucoup plus des échanges, je vous dirais, une conversation, un peu ce qui ressemblait à nos déontologies de différents points de vue. Alors ça, c'est important. L'autre chose, c'est un aspect plutôt technique. Au moment de la production de la vidéo, puis au moment de nos pratiques techniques pour vous présenter le webinaire, vous savez comme moi, ces éléments-là peuvent parfois s'ajuster. Alors, vous allez entendre dans l'entrevue que j'ai fait avec les personnes, une partie. Et dans notre pratique, on a convenu qu'on filait
inquiet, c'est pas un trouble technique, c'est juste que entre la production, la pratique et la diffusion, il y a eu des petits ajustements. Alors, sans plus tarder, on va regarder ensemble le cas qu'on a présenté. Bon, alors, et bien évidemment, après la vidéo qui vous sera présentée dans l'entrevue avec la coach, nous aurons bien évidemment une question à vous poser. Mais on va commencer par la vidéo. Alors, avant de lancer la vidéo, je vais lire ce que vous voyez à l'écran, là, qui est le cas. Alors, une relation de coaching complexe. Nouvellement nommé au poste de directeur des ressources humaines au sein d'une entreprise pharmaceutique, ce dernier communique avec le coach auquel il a régulièrement confié des mandats de coaching au sein de son organisation précédente. Il lui mentionne qu'il s'agit d'un coaching complexe et urgent, car l'équipe de ce cadre se plaint subtilement d'attitudes de harcèlement. Le coach accepte donc le mandat d'accompagner le directeur des opérations en vue d'améliorer sa compétence à communiquer avec les membres de son équipe. Lors des 2 premières séances de coaching, le coach ressent un inconfort qu'il n'arrive pas à définir. Lors de la 3e séance de coaching, le coach lui exprime sa crainte face au risque d'être congédié si la série de séances de coaching n'est pas concluante. En parallèle des séances de coaching en cours, le nouveau directeur des ressources humaines croise le coach. Il le questionne concernant l'avancement du coaching offert au directeur des opérations. Il en profite pour lui faire part de ses doutes quant aux capacités du coach de vraiment améliorer sa situation. Alors, à ce moment-ci, on lance la vidéo pour entendre maintenant qu'est-ce que le coach, la coach qu'on a interviewée, qu'est-ce qu'elle nous conseille, qu'est-ce qu'elle dit de ça. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, ça va bien. Alors, je prends quelques secondes pour me présenter. Louise Barrette, coach certifiée en CC depuis 2015. Depuis plus de 30 ans en affaires, avec différentes entreprises, avec des grandes équipes, petites équipes, où on travaille principalement en ressources humaines, donc des services conseils. Par rapport au coaching, présentement, c'est beaucoup du coaching exécutif et coaching en transition professionnelle. Alors, dis-moi, Louise, avec le cas que je t'ai soumis, quelle est ta première observation dans ce cas-là? Observation et question. Parce que dans le descriptif du cas, on ne parle pas d'entente tripartite où on sent que la session de coaching a démarré sans nécessairement avoir beaucoup de précision. Puis à partir de ton expérience, quels sont les effets possibles sur le coaching à offrir compte tenu de l'observation que tu viens de soumettre? Ça peut être très dangereux comme coaching. Parce que s'il n'y a pas eu rien de clarifié au point de départ, s'il n'y a pas eu d'entente tripartite, puis si c'est pas prévu que ce soit possible, l'impact peut être très, très fort, autant sur le coaché, le coach, puis sur l'entreprise. Et dis-moi, si on poussait un petit peu plus ta réflexion concernant cette situation-là, puis qu'on regardait les différents points de vue du client, le coaché, puis la position du coach, qu'est-ce qu'il y en est selon toi par rapport à ce cas-là? Il y a plein de choses qui ne sont pas claires, OK? Dans un premier temps, le nouveau directeur qui fait affaire avec un coach qu'il connaît, qu'est-ce que lui a fait par rapport à son directeur des opérations? OK? On ne sait pas s'il y a eu des interventions. Est-ce que ça a été tout de suite, on sent une problématique, puis on le réfère en coaching? Donc, et d'avoir beaucoup plus d'informations sur le pourquoi. Et concernant effectivement toute la question du tripartite, si le tripartite ne se fait pas, le coaché, lui, il passe son processus. Il n'est pas au courant des attentes. Il n'est peut-être pas au courant de tout ce qui tourne autour de lui. Donc, clarté. Clarté au point de départ, pourquoi la personne est référée en coaching. Et en même temps, oui, si le cas est clair, là, c'est au coach de décider aussi s'il va ou s'il ne va pas. Si c'est clair, entente tripartite. Puis dans des cas aussi délicats, moi, je suggérerais, je ne mettrais pas de limite au tripartite.
Et pour terminer cette première partie-là de la vidéo, quand tu as lu ce cas-là, quel a été le déclencheur de ta réflexion au regard de ça? Beaucoup tout ce qui touche le harcèlement, les plaintes de harcèlement. Parce que là, on est vraiment dans un espace qui est très, très délicat. Alors, c'est pour ça que quand je parle de clarté, d'aller voir beaucoup, beaucoup plus loin en partant, puis ça peut même influencer sur la décision à prendre si on va de l'avant avec le coaching ou non. Merci Louise, ça termine la première partie. On se revoit dans quelques instants pour la deuxième partie. Merci. Bonjour Louise. Maintenant, on va regarder dans la deuxième partie, on va faire appel à ton expérience comme coach. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais toi habituellement quand il t'arrive toute une série de questionnements en voyant un type de cas comme ça? Qu'est-ce que tu fais avec cette série de questionnements qui t'arrive? Ce cas-là est très intéressant pour moi parce que j'ai vécu un cas, en fait 2 cas similaires. Et même point d'interrogation au point de départ, c'était effectivement un lien déjà avec une personne que j'avais coachée qui m'a demandé de coacher un de ses directeurs, fait qu'on était exactement dans la même situation. Mais il y a eu, premièrement, une rencontre avec celui qui me référait le coaching pour avoir tout le détail, une rencontre avec le peut-être futur coaché, OK, pour vraiment entendre lui aussi où est-ce qu'il était. Une 3e rencontre pour le tripartite, s'entendre sur 2 objectifs ou 3 objectifs et se laisser la porte ouverte à se revoir pour, bon, si c'est un bloc d'une dizaine ou d'une quinzaine d'heures de coaching, être en mesure de se revoir au moins 2 ou 3 fois et faire le bilan. Ce qui est intéressant dans ce que tu nous proposes, c'est la démarche que tu as faite. Avant de procéder à la démarche, qu'est-ce que tu as fait avec ton propre questionnement, je dirais, interne comme coach, avant même de suggérer des choses avec le client payeur ou le client? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? C'est sûr que quand on entend ça, on dit, est-ce que je vais là avec une perche de 10 pieds? Ou est-ce qu'effectivement, j'y vais avec la plus grande clarté? Puis si je sentais que ça n'aurait pas été possible d'aller avec une grande clarté, parce que je connaissais déjà la personne que j'avais coachée, je ne serais pas allée. J'aurais refusé. Fait que ce qui me venait intérieurement, c'est oui, ça peut être intéressant comme processus de coaching, mais pour moi, c'était pas à 100% oui, avant la première rencontre de clarification. J'ai une dernière question pour cette partie-là, c'est selon toi, qu'est-ce qu'on peut conserver de nos bonnes pratiques comme coach dans un pareil cas? La clarté, clarifier le mandat. Puis si on n'est pas certain, il faut vraiment être certain qu'en dedans, ça dise oui à 100%. Là. Si c'est pas ça qui manque, on continue pas. Merci beaucoup, Louise, de ta participation sur, je te dirais, une vision et un éclairage sur ce cas. C'est vraiment apprécié. Merci. Alors, après avoir entendu cette vidéo, selon vous, quels sont les articles de notre code de déontologie qui peuvent nous interpeller comme coach? Et on vous soumet quelques suggestions. Et cette fois-ci, nous avons été généreuses. Nous sommes allés... Oh, non, on va aller un petit peu plus loin. Alors, on va aller voir notre générosité. C'est ça. Le 13 et le 14. Je vais déjà donc lancer le sondage. Okay. Voilà. Excellent. Donc, je vous invite à y répondre. Et vous êtes déjà plus de 10% répondu. Là, vous êtes déjà à 70% à avoir voté. Je laisse encore une dizaine de secondes pour que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, voilà, je ferme le sondage et voici les résultats. Donc, les résultats, c'est 58%, 18 explications claires, donc pour 58%,
et Oui. 21%, vous les avez juste à l'écran. Oui, absolument. Oui, oui, absolument. Les explications claires, oui. Et ce qui était intéressant, c'est avant, pendant la première rencontre, absolument. L'aspect d'informer, sensibiliser des rôles de responsabilité aussi. Et en même temps, il y a des aspects que sur reconnaître ou divulguer tout conflit d'intérêts réel ou potentiel, c'est pas à négliger non plus. Pas du tout. Et comme je vous disais tantôt, nous avons été généreuses, on vous a lancé aussi d'autres possibilités. Alors, vous avez encore un autre sondage, un autre choix à savoir si ces articles-là pourraient être aussi intéressants, dans le fond, à soumettre à notre réflexion comme coach au regard, dans le fond, la partie B de ce sondage-là. On vous laisse lancer et on pourra regarder vos réponses. Le sondage est donc lancé. Malheureusement, je pense qu'on va avoir du mal avec celui-là. OK. Voilà, donc je pense qu'on va devoir passer pour ce sondage-là. Mais je peux quand même vous donner des aspects de réponse, c'est-à-dire que l'article 17 communique des attentes réalistes là, avec ce que vous avez entendu de la coach de Louise. C'était vraiment sa grande préoccupation par rapport, elle, bien sûr, par ses compétences, bien sûr, par rapport aux résultats escomptés et par rapport aux étapes. À mon avis, c'était très important. L'autre chose aussi, c'est l'article 23, quand on parle de référer dans l'intérêt du client. Dans ce cas-là, il vaut mieux avoir l'ouverture de l'offrir assez rapidement. Louise faisait mention de l'entente tripartite, où ça peut être à ce moment-là qu'on peut le faire, mais ça peut être aussi en cours de route si on voit qu'effectivement, il y a un inconfort. Et je vous dirais le dernier dans ce que vous voyez à l'écran, l'article 25, prévenir ou avoir un accord clair sur la communication et les règles de confidentialité, surtout quand on pense que vous avez déjà offert vos services aux clients payeurs. Ça permet des fois de rafraîchir vos obligations, les siennes. Ça peut arriver que dans un nouveau contexte, il y a des choses à recadrer, à revoir, à resituer. Alors, je vous dirais, c'est vraiment ces trois articles-là dans cette diapositive-là, par rapport à ce cas-là, ça serait vraiment important d'en tenir compte. Maintenant, on est allé un petit peu plus loin dans notre réflexion comme membre du comité de déontologie. On s'est dit, quelles sont les pistes d'action, puis quels sont les aspects à éviter à tout prix, parce qu'on est dans un contexte de ce n'est pas tout noir et ce n'est pas tout blanc. Et si vous regardez la colonne à votre gauche, qui est des pistes d'action, très rapidement, vous allez voir dans l'élément A, on parle assez facilement de tout l'aspect des limites, c'est-à-dire d'accepter un mandat de coaching en s'assurant de conserver une stricte confidentialité. On insiste beaucoup là-dessus dans ce cas-là parce que il y a des liens de proximité avec le client payeur et le coach. Alors, c'est important, dans le fond, de faire ce relevé-là. Dans le B, on parle de clarifier les intentions réelles. Il y a des intentions, des attentes par rapport au coaché dans son développement de compétences, mais moi, je dis toujours, quels sont l'objectif caché du client payeur? Parfois, comme coach, il faut poser la deuxième ou troisième question pour vraiment s'assurer qu'on a bien compris notre mandat et surtout qu'on comprenne ses intentions. Dans le C, les pistes d'action, on dit, écoutez, parfois, il faut refuser des mandats. Parfois, dans certains cas, ou proposer un poste de plus d'expérience ou dans un domaine plus particulier. Le dernier, dans les pistes d'action, c'est, Louise, je vous le disais aussi dans la vidéo, clarifier son rôle, clarifier les rôles de chacun aussi. Ça peut nous paraître évident, le rôle du coach, du coaché, mais le client payeur, est-ce qu'il est au clair avec ça dans un processus de coaching? Parfois qui peut paraître un peu plus long ou qu'il n'y a pas toujours toutes les informations. Est-ce que c'est vraiment clair par rapport à ça? Maintenant, dans la colonne de droite, à éviter à tout prix. Dans la liste que vous avez, je vous dirais, on va mettre l'accent sur les éléments comme dans le premier élément, le premier picot, sans prendre en considération les différents angles d'une même situation. Position de la nouvelle direction, celle de la direction des employés, des opérations, excusez-moi, et celle de l'entreprise.
prendre le mandat sans poser de questions. Je vous dirais, Ça, c'est un problème souvent qu'on a. oui, et je vous dirais, sans poser de questions, je vous dirais, oui, la situation actuelle, mais même en cours de route, parce que le coaching, ça a des effets. Ne pas questionner les intentions réelles du client payeur, comme on se disait tantôt. Moi, je vous dirais ne pas oser questionner parfois. Oui. Surtout quand on le connaît ou on pense parfois de connaître la réponse. Ne pas clarifier les ressentis avec le coaché au cours de la séance de coaching, que ce soit la deuxième, la première, la troisième ou la sixième. Parfois, il faut ouvrir là-dessus parce que parfois, il y a des réponses, il y a des clarifications à faire, il y a des précisions à apporter, fait que ça vaut la peine de le faire. L'autre élément, ne pas informer les parties prenantes, décider seul en toute bonne foi. Il est rare que notre bonne foi n'est pas mise en cause, mais il ne faut pas décider seul dans ces situations. Il faut vraiment prendre la peine de voir l'ensemble des parties. Notre intention peut être bonne, mais est-ce que c'est toujours le temps de poursuivre ce coaching-là qui est en cours? Le dernier, dans le but du web, utiliser des renseignements d'une séance de coaching pour aider l'autre partie en répondant aux questions du client payeur. Bon, ça touche l'aspect de la confidentialité, mais parfois aussi, c'est notre désir ou c'est notre souhait que les choses avancent plus rapidement et parfois, il ne faut pas si vite arriver. Alors, c'est pour ça qu'il faut, dans ce sens-là, éviter certaines choses. Alors, merci de votre attention et nous passons à moins qu'il y ait des questions. Il y a Carole qui pose la question, pensez-vous que le client payeur va donner ses intentions réelles au coach? J'en doute parfois, nous sommes parfois utilisés aussi. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'il faut, quand je vous disais tantôt, il faut oser demander. Moi, je demande, quel est votre objectif caché? Et j'annonce que je ne l'annoncerai pas, je n'informerai pas les coachés, c'est entre lui et moi pour que je puisse savoir. Et c'est à ce moment-là que je clarifie les choses. Il y a toujours une intention quelque part, il y a toujours un objectif caché et il vaut mieux le savoir parce qu'il peut arriver que même le mandat de coaching ne soit pas approprié. Ça m'est déjà arrivé, moi, de refuser des mandats parce que, dans le fond, ce n'était pas le coaching qui était approprié. Parce que cet échange que j'ai eu avec le client, qui n'était pas uniquement centré sur le mandat, mais qui était, dans le fond, sur qu'est-ce que le coaching pouvait apporter, bien sûr, à la personne qu'on va coacher, mais à son organisation, à son département, à son entreprise. Il y a des risques. Parfois, il y a des risques à se dire, il peut arriver que je ne sois pas la bonne personne non plus. Ça peut arriver que je n'ai pas l'expérience, ça peut arriver que je n'ai pas la spécialité, ça peut arriver que ce ne soit pas le bon moment. Et parfois, j'ai même vu reporter même la décision d'entreprendre le coaching maintenant parce que finalement, je vous dirais parfois c'était le client payeur qui avait besoin d'un coaching. Alors, ça peut arriver, mais les séances étaient plutôt courtes, mais dans le fond, on a réalisé qu'il avait besoin d'avoir des moments de clarification pour lui. Alors, moi, je prends le risque à chaque fois de m'assurer que je suis bien alignée et que le travail qu'on va faire, c'est vraiment ce qui va répondre d'abord au coaching, bien sûr au client payeur, mais aussi comme moi, comme coach, aussi que j'ai un confort, que je ne sois pas non plus en conflit d'intérêt, mais je vous dirais aussi mis en conflit de valeurs. J'espère que ça éclaire Carole avec sa question. Une autre question, bon, il y en a plusieurs, mais bon, j'en prends une autre de la part de Jacques. Comment ne pas dévoiler l'objectif caché? Comment traiter le coaché en priorité numéro 1 tout en prenant compte de l'objectif caché du client payeur? Alors, l'objectif caché du client payeur, ça lui appartient. Tandis que le mandat de coaching qui nous est confié, il s'adresse à la personne, il s'adresse au gestionnaire, il s'adresse à une compétence, il s'adresse à un développement X, Y, Z. Alors, parfois, il y a des liens, parfois, il n'y en a pas. Mais l'objectif caché, ou ça peut s'appeler des intentions, c'est vraiment, je vous dirais, pour illustrer une image, c'est pour mettre la table dans quel contexte vous allez travailler. Alors, moi, je fais vraiment la séparation entre les deux parce que ce n'est pas mon mandat de coaching, mais c'est le contexte dans lequel je vais travailler.
Alors, c'est comme ça que moi je procède. Alors, je m'assure, moi, d'abord, d'être vraiment étanche auprès de lui, auprès du coach, bien évidemment, parce que ça ne peut pas devenir le mandat. C'est vraiment un aspect, vraiment l'intention du responsable ou du client payeur. J'ajouterais aussi peut-être que le défi, c'est de voir dans quelle mesure l'agenda caché du client payeur mine la crédibilité du coach éventuellement. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Là, il y a vraiment des précautions à prendre. À mon avis, là, on dépasse, je dirais, l'intention cachée ou l'agenda caché parce que là, on est en train d'aller plus loin qu'une intention. Hein, parce qu'un agenda caché, c'est est-ce qu'effectivement, il y a une intervention à faire. Est-ce qu'on est, exemple, dans un contexte de gestion de conflit? Est-ce qu'on est dans un contexte d'un changement organisationnel qui est exigeant pour l'ensemble des départements parce qu'il y a eu des décisions qui ont été lourdes de conséquences? Alors, il faut vraiment faire attention pour bien séparer, dans le fond, la conversation, la clarification du mandat pour que ce soit vraiment centré sur le coaching et non pas sur l'ensemble d'un développement organisationnel, entre autres choses. Tout à fait. Il y a le temps qui passe et nous devons continuer, malheureusement. Excellent. Alors, on aimerait vous faire bénéficier un peu de ce qu'on a découvert à travers nos échanges, mes collègues et moi, à travers le comité de déontologie, à travers des cas, des plaintes qu'on a reçues et qu'on devait accompagner dans le cadre de notre mandat. Je pourrais vous poser la question, on ne fera pas de sondage, on va garder le dernier sondage pour le dernier cas. Mais je pourrais vous poser la question parce que j'entends souvent des réflexions. Quel lien faites-vous entre votre crédibilité en tant que coach et le code de déontologie et le processus de gestion des plaintes? Je vais vous donner des réponses qu'on entend souvent. La première réponse, je ne sais pas, c'est la première fois que je pense à ça. Vous avez la possibilité de réagir donc à la question. Donc le sondage est lancé. Ben, vous êtes vraiment très rapide parce que vous avez à 20% déjà avoir répondu au sondage. Voilà, nous venons de dépasser les 40% presque. Et de cette manière, on pourra avoir l'avis de tout le monde. En tout cas, vous êtes en moyenne entre 75 et 80% à répondre au sondage. Donc, voilà, on peut, je pense, donc, on a une bonne idée de vos réponses. Mais, ouais, blague à part, je voudrais vous dire que les premières réponses, ça aurait pu être, je ne sais pas, c'est la première fois que je pense à cela. En toute humilité, et les résultats de mes clients sont plus importants que le code de déontologie. Je fais bien mon travail. Écoutez, ça nous a effleuré l'esprit avant de rentrer dans tous nos échanges et d'approfondir les choses. Donc, je pense que ça peut être un réflexe qu'on a. Ou encore, c'est une contrainte d'ICF dont je pourrais très facilement me passer. C'est quand on a une plainte qui n'est pas méritée, on est un peu fâché et ça se comprend. La réaction aussi de dire c'est pour copier les ordres professionnels, ce qui n'est pas faux, on va le voir, mais c'est injuste parce que les autres coachs n'ont pas ces contraintes. Parfois, c'est frustrant. On a de belles règles, mais en même temps, on va voir qu'elles sont essentielles, importantes, et elles sont dans l'intérêt des coachs. Mais je pense qu'il ne faut pas nier que ça peut nous effleurer l'esprit, ce genre de réaction. Alors, au Québec, je ne sais pas si c'est la même chose dans vos différents pays. Je ne sais pas si c'est la même chose dans vos différents pays, mais au Québec, on a beaucoup de reportages de la part de médias, c'est-à-dire de journalistes qui font des reportages témoignages qui sont extrêmement coûteux pour le coaching. Alors, ils vont surprendre des coachs souvent autoproclamés ou des coachs qui ne respectent pas notre code de déontologie et ils en font des reportages qui sont des publicités extrêmement négatives et qui remettent en question la crédibilité du coaching. C'est un risque, un énorme risque de réputation
qui impacte tous les coachs. J'imagine que c'est la même chose dans vos différents pays, mais c'est le journaliste qui se fait passer pour un client et qui va essayer de voir que dit le coach et de le prendre et de le vidéoscoper et de passer ça sur des réseaux sociaux ou dans des reportages quelconques. C'est ce qui a amené au Québec, et ça pourrait vous arriver si ça ne l'a pas déjà été, à faire en sorte que 3 ordres professionnels au Québec, 2 ordres dont je fais partie, l'ordre des psychologues, l'ordre des conseillers en ressources humaines et l'ordre des conseillers en orientation, ont publié une publicité commune disant « Le coaching, ce n'est pas du bonbon. Assurez-vous de retenir les services d'un coach membre d'un ordre professionnel. » Alors, rassurez-vous, bien que je fasse partie de ces ordres-là, je n'aurais pas été en faveur d'envoyer cette mise en garde, mais c'est en même temps une mise en garde pour protéger les clients potentiels, le public en général, comme le fait habituellement un ordre professionnel. Donc, pour moi, pour nous, le code de déontologie, le système de gestion de plainte, ça nous amène plus de crédibilité. C'est une sorte de façon d'avoir un avantage concurrentiel, de se différencier de tous les charlatans, de se différencier des coachs autoproclamés, en pouvant mentionner qu'on est comme un ordre professionnel sans l'être. Donc, depuis 2016, c'est plus omniprésent que jamais l'éthique et la déontologie au niveau d'ICF, et on pourrait se dire que on ressemble énormément dans les règles à un ordre professionnel. Donc, de la formation continue, mais de la formation spécifique en éthique et en déontologie, un code de déontologie repensé et un processus de gestion des plaintes du public. Donc, une écoute de la part du public pour réellement permettre au public d'avoir un arbitre qui nous fait réfléchir et qui peut décider si un coach quelconque a été dans l'erreur ou pas. Pour moi, pour nous, il y a un lien énorme entre le code de déontologie et votre crédibilité en tant que coach, et beaucoup d'entre nous, et je vous incite à le faire, je vous invite à le faire, c'est même dans les offres de services, de se décrire en parlant du code de déontologie, en parlant du fait qu'on partage tous les mêmes standards de qualité qui sont regroupés dans le code de déontologie. C'est une façon d'améliorer ma crédibilité professionnelle en me positionnant comme un coach professionnel et en se distinguant totalement des coachs autoproclamés. Donc, ça ne devrait pas être une contrainte, ça devrait être une publicité qu'on se fait pour réellement parler de ça et faire en sorte que tous comprennent que nous, on se pose des questions, qu'on va plus loin, parce que ces standards de qualité sont essentiels pour nous. C'est la raison pour laquelle, au fond, peut-être contrairement à certains autres chapitres, tous les chapitres n'en ont pas nécessairement, ICF Québec a décidé de mettre en place un comité de déontologie et dont je vous partage la mission parce que c'est important, ça va aussi dans le sens de cette crédibilité-là. Donc, notre mission, c'était de sensibiliser les membres d'ICF et le public en général concernant le code de déontologie et les règles qui nous rassemblent, gestion continue, gestion des plaintes, etc. Donc, on fait partie d'un système qui ressemble à un ordre professionnel. On s'était aussi fixé comme objectif de faire en sorte qu'on parle de la déontologie dans notre quotidien, ce que j'avais appelé, pour que ça marque votre imaginaire, rendre ce sujet sexy, rendre ce sujet convivial, que ce soit intéressant d'aller au fond des choses ensemble et entre nous. Et enfin, une des composantes de notre mission qui est vraiment importante, c'est-à-dire de faciliter et d'accompagner le processus des plaintes. Évidemment, on n'est pas responsable de faire enquête comme dans d'autres ordres professionnels. C'est ICF qui
prend en charge ça, et vous allez voir d'une manière très, très sérieuse. Et ça a été de recevoir les demandes d'information, les plaintes potentielles du public, et de jouer un rôle conseil, de donner de l'information, de dire, oh non, de ramener, de clarifier les attentes éventuellement auprès de ces membres du public insatisfaits parfois. Et par ailleurs, aussi d'aider les coachs membres d'ICF Québec en les aidant à répondre à des questions lorsqu'il y a des plaintes ou en général à leur donner de l'information pour les aider à éviter des situations qui pourraient les mettre dans des conditions de conflit d'intérêts, par exemple. Je vous rappelle brièvement, le processus de gestion de plainte, c'est quand même important. Il y a vraiment, pour ceux qui peut-être ne le sauraient pas, un processus de gestion des plaintes comme dans un ordre professionnel. Donc, un formulaire de plainte formelle, un comité interne à ICF qui juge de la recevabilité de la plainte. S'il y a recevabilité, il y a un comité de membres indépendants qui fait une enquête exhaustive et ils ont vraiment amélioré depuis 2016 leur processus en faisant en sorte d'avoir vraiment des spécialistes totalement indépendants qui font enquête. Le coach va d'abord répondre par écrit aux allégations, puis il y a enquête. Donc, je vous ai aussi mis le lien au cas où vous voudriez avoir plus d'informations à ce sujet. Donc, je vous en ai déjà parlé, le rôle du comité de déontologie, informer, sensibiliser, mais d'un autre côté, facilitateur, médiateur lors de plaintes. Donc, pour faciliter les choses et pour, de cette façon-là, rattraper la crédibilité du coaching, tout en faisant en sorte que s'il y a des plaintes qui doivent se diriger vers ICF Monde, qu'elles le soient, parce que c'est important qu'on s'assure de statuer sur ces situations-là. Donc, ICF Québec ne joue pas le rôle de syndic. Il n'a aucune responsabilité de sanction, mais d'accompagnement, d'information, de sensibilisation. Donc, je trouvais ça important de vous le mentionner. C'est une autre façon de réaliser tout le monde que ça va loin, l'éthique et la déontologie, et vous le voyez par les mises en situation qu'on vous soumet. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Il y en a quand même quelques-unes, comme par exemple, qui est, de la part de Muriel Gardet, qui est le plaignant? La personne coachée, client payeur, de quel type de plainte avez-vous connaissance? C'est excellent parce que notre prochaine diapo en parle. Les plaignants, habituellement, ce sont les personnes coachées, ce sont les clients. Ce ne sont pas les coachs qui se plaignent, ils peuvent se plaindre d'une autre façon, c'est-à-dire en se retirant de la relation de coaching. Mais donc, les plaignants, ce sont réellement les clients, les coachés. Ça pourrait être aussi des clients payeurs. Je peux vous donner notre expérience depuis 3 ans au comité de déontologie d'ICF Québec, le type de plaintes potentielles qu'on a eues parce qu'elles n'ont pas toutes été jusqu'au bout. Donc, ça traitait du respect de la confidentialité, plusieurs possibilités de conflit d'intérêts, des comportements parfois irrespectueux du coach envers son client. Vous savez, le coach qui se prend un peu pour un gourou parfois. La clarté de l'entente ou du contrat versus les honoraires qui changent en cours de route, par exemple, sans avertissement. Beaucoup de confusion de rôle entre la psychothérapie, la supervision, le coaching. Des cas qu'on a eu à plusieurs reprises, c'est le gestionnaire qui se transforme en coach, mais qui garde une part de gestion et de coaching. Donc, qui joue ce double rôle d'évaluateur et de coach, d'une manière un peu délicate. Donc, en punissant, en évaluant. Et enfin, un autre élément, le droit du client à mettre fin à la relation du coaching à tout moment.
Donc, même si dans notre contrat, on a mis qu'il y aurait une douzaine de rencontres, si finalement le client ressent le besoin d'arrêter au bout de la 4e rencontre, ça fait partie de notre code de déontologie, il n'a pas à payer, il a le droit d'arrêter en tout temps. Donc, c'est le type de peine que nous avons pu accompagner à quelques occasions. D'autres questions? Sinon, on passerait à un autre cas très pratique. Alors, je pense qu'il est préférable, vu le temps, de passer au prochain cas. Oui, c'est ça, exactement. Alors, Yotis, bonsoir, c'est Hélène. Donc, avant de lancer la vidéo, donc pour rentrer dans le bain de ce nouveau cas que l'on vous propose, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, il s'agit d'une vidéo qui a été réalisée dans le même contexte que décrivait Marie-Paul tout à l'heure. Donc, c'est elle qui a interrogé une de nos consoeurs, coach, sur un conflit d'intérêts qui s'est déclaré entre deux coachés. Et avant de lancer la vidéo, on va lire le cas. Alors, la situation, elle est la suivante. Étant très satisfait des services d'un coach dans le cadre de diverses démarches précédentes, un client payeur demande à ce dernier de coacher deux de ses nouveaux cadres, dont il a la supervision directe. L'objectif consiste à aider ces deux nouveaux gestionnaires à développer certaines compétences de gestion qui sont inscrites à leur plan de développement individualisé, et ce, tout en s'intégrant à la culture organisationnelle en place. Comme d'habitude, le coach vérifie dès le début la chimie en s'assurant que chacun d'entre eux fait le choix éclairé de l'avoir comme coach et en donnant même la possibilité à chacun d'entre eux de choisir un autre coach. Chacun des coachés est emballé et lui demande de pouvoir bénéficier d'une démarche de coaching d'une douzaine de séances, étalées sur 4 à 5 mois. Le coach accepte donc ce mandat avec enthousiasme, et une fois les deux démarches de coaching amorcées, la relation de confiance se développe rapidement dès les premières rencontres. Le coaching va bien, et là, on voit poindre des changements positifs. 3 mois plus tard, je m'excuse, là, j'essaie de retrouver le document. 3 mois plus tard et 5 séances de coaching réalisées avec chacun des deux coachés. À la 6e session, je vais reprendre ma phrase, je m'excuse. Donc, 3 mois plus tard et 5 séances de coaching réalisées avec chacun des coachs, chacun des cadres coachés, lors de sa 6e session, lui rapporte qu'un conflit s'est déclaré au sein de leur équipe. En approfondissant, il constate que les deux coachés ont des positions opposées sur la gestion d'un projet piloté par les équipes. Donc, un conflit. Oui, c'est là où intervient ce conflit, en fait, de position. Et à la séance de coaching suivante, le coach aborde la problématique et il explore avec chacun d'eux leur intérêt quant à la possibilité d'avoir accès à un autre coach, étant donné que le conflit et les enjeux possibles qu'il y a sur la confidentialité. Aucun d'eux ne veut lâcher sa démarche de coaching et les deux lui réitèrent leur pleine et entière confiance en lui. Il lui confirme même que sa connaissance de la dynamique de l'équipe constitue plutôt une valeur ajoutée qui est essentielle à leur démarche en cours. Il soumet la même question à leur supérieur hiérarchique, qui est client payeur, et la réponse obtenue est la même. Il poursuit donc les deux démarches de coaching. Et c'est la réponse de cette coach qui va être interrogée, que nous allons écouter sur YouTube ou en direct sur le webinaire. Bonjour Karine. Bonjour Marie-Paul. Merci d'avoir accepté de nous faire part de tes réflexions au regard de ce deuxième cas-là. Mais en premier temps, j'aimerais que tu puisses te présenter. Oui. Par la suite, on pourra regarder le cas ensemble. Alors, Karine Lessard, je suis coach PCC depuis 2012. La clientèle avec laquelle je travaille, ce sont des jeunes entrepreneurs. On travaille au niveau de la communication et du leadership. Dis-moi, tu as pris connaissance de ce deuxième cas-là qu'on présente au webinaire. La toute première question que je veux te poser, c'est quelle est ta première observation quand tu as lu ce deuxième cas-là? Oui, quand j'ai lu ce deuxième cas-là, premièrement, c'est quelque chose qui peut nous arriver très fréquemment, de se retrouver dans une situation comme celle-là, puis d'avoir comme deux gestionnaires
à coacher ou être favorisé pour coacher d'autres gestionnaires à l'interne. Ça a créé un malaise. J'ai eu d'abord un malaise, mais en même temps, il y a comme un sentiment mélangé dans le sens où il y a du potentiel à cette situation-là, mais j'adresserais d'abord et avant tout le malaise. Donc, pour moi, ça serait vraiment important, comme on le voit dans le cas, le coach a déjà quand même rencontré individuellement les deux gestionnaires, leur a fait état de sa position qui était peut-être inconfortable par rapport aux compétences de gestion, aux conflits éventuels qui risquent d'arriver par rapport à une dissension au niveau d'une question d'un projet en gestion. Idéalement aussi, comme ça a été fait, d'aller voir l'employeur et d'exprimer aussi ce malaise-là. Mais là, tout le monde veut continuer avec ce coach-là. Là. Fait que là, il est un peu victime de sa performance. Donc là, tout le monde veut poursuivre avec lui. Mais comme coach, on n'a pas, nous, à prendre cette responsabilité-là, parce qu'éventuellement, c'est comme si, elle va le régler, tu sais, ça va bien se passer, là. Elle continue avec les deux gestionnaires, puis lui, l'employeur est bien, bien content, parce que lui aussi, il voit ça, là, ce conflit-là. Fait que je ferais vraiment une introspection de mon malaise que j'exprimerais, mais je rencontrerais ensemble les deux gestionnaires. Pour leur faire état, moi personnellement, c'est ce que je ferais dans un premier cas, ça serait de les rencontrer et de voir avec eux comment leur exprimer mon malaise et connaître leur perception par rapport à ça. Et au niveau de l'employeur, c'est déjà fait, mais ce serait très, très important de voir comment on gère ça avec les deux gestionnaires en deuxième étape. Merci Karine pour ça. Alors, comme annoncé, voici la deuxième partie. Là, on fait appel plus à ton expérience à ce moment-ci. Qu'est-ce que tu fais, toi, habituellement, avec une série de questions qui peut arriver justement avec ce type de cas-là? Je dirais en termes de réflexion préalable à une intervention, parce que tu nous as bien fait part de ton intervention. Qu'est-ce que tu fais avec ça habituellement? Bien, c'est intéressant de voir le cas parce qu'on souvent, on a une bonne volonté comme coach, beaucoup de bienveillance, puis si le fit est bon avec les coachés, on a envie d'aller de l'avant avec eux autres. C'est plus fort que nous, puis c'est des défis qui sont stimulants. Sauf que c'est vraiment une belle prise de conscience de prendre du recul par rapport à ça et de ne pas prendre la responsabilité que souvent plusieurs employeurs nous incombent quand on coach deux gestionnaires. Et c'est vraiment avec le recul, et l'expérience que j'ai eue personnellement dans des cas similaires à ça aussi, c'est réellement d'inclure un autre coach dans l'aventure, de travailler avec un seul gestionnaire à l'interne, puisque les conflits éventuels sont possibles. Puis là, on travaille les compétences de gestion, donc il y a tout l'aspect communication et tout, et on se retrouve au milieu. Et on n'a pas besoin comme coach de s'imposer ça. Alors, ce serait d'intégrer un autre coach. Et par rapport à l'autre coach, on peut même éventuellement avoir des rencontres ensemble entre coachs pour voir comment on voit les choses évoluer. On peut se partager les succès et puis voir comment on peut amener nos coachés encore plus loin avec leurs objectifs. Mais le recul, c'est réellement de ne pas se mettre dans des positions de cet ordre-là où on devient responsable. Merci Karine, parce que tu as pu faire le tour des questions que j'avais, c'est-à-dire les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire comme coach dans des situations pareilles. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée. À toi aussi, Marie-Paul. Poursuivre sur ce cas, et bien évidemment, on a réfléchi avec l'équipe de déontologie à ICF Québec des articles qui pouvaient être concernés par cette situation. Et maintenant, l'idée, c'est de regarder les articles qui ne sont pas concernés. On vous a sélectionné une série d'articles, tels que l'article 3 qui informe et sensibilise des rôles et des responsabilités, à la fois l'organisation, les employés, les clients payeurs, le coach ou toute autre personne. L'article 7 qui va donner tout le crédit possible aux contributions des autres. L'article 13 qui va reconnaître, divulguer tout conflit d'intérêts réel ou potentiel. On a un article 23 qui va parler de référer dans l'intérêt du client.
l'article 24 qui va parler de confidentialité et le fait de maintenir les plus niveaux de confidentialité. Selon vous, quels sont les articles qui ne seraient pas concernés? Donc voilà, vous avez la possibilité de réagir ce sondage. Voilà, nous laissons encore 10 petites secondes. À peine, oui, à peine, puisqu'on a d'autres articles à Ouais, c'est soumettre. pas mal bien. Voilà, Ouais, là, on a... clôturer le sondage. OK. Voici les résultats. Oui, ah oui, absolument. Alors, très intéressant, effectivement. 71% donnent tout le crédit possible aux contributions des autres. Alors, on vous a aussi, on va passer à la diapositive 32. Et on vous l'a beaucoup dit, en fait, le travail de déontologie, ça a été vraiment un travail de sensibilisation et de nuance et de se rendre compte que clairement, ce n'est ni noir, ce n'est ni blanc dans tout ça. Et l'idée, c'est de vous proposer des pistes de réflexion, des pistes d'action sur cette situation. La première des pistes que l'on pourrait proposer, ce serait de se retirer de l'un des deux des coachings. La seconde, informer les parties prenantes des risques qui sont liés au fait que le coach offrira ses services auprès des deux collègues qui sont en conflit. Ce rôle important en fait d'information. Une autre piste vers laquelle on pourrait se pencher, c'est clarifier la position du coach. On est toujours dans l'idée de la clarification et l'importance de la clarification. Se retirer des deux coachings, là la question est posée. Accepter de coacher un seul des gestionnaires et proposer un autre coach. D'où l'idée de référer à une autre personne. Et puis, pensez aussi au début de la démarche et à chaque moment où le coach en ressent le besoin de clarifier son rôle comme coach, de rappeler le rôle de chacun, que ce soit le coach, le supérieur immédiat, que ce soit le client payeur, afin de respecter son mandat. Hélène, tu vas nous dire ce qui est le pire à ne pas faire. Le pire à ne pas faire, Jacqueline. Le pire du pire. Alors, le pire du pire, ce serait tout simplement de ne pas se poser de questions. On poursuit le mandat, on ne se pose pas de questions. Le coaching, c'est la puissance du coaching, c'est le questionnement. Donc, il y a quelque chose qu'on doit avoir en tant que coach comme référence et en permanence rester dans cette sensibilité de se poser des questions. Donc, je te répondrai ça. Qu'est-ce qui serait aussi à éviter de ne pas clarifier le cadre d'intervention et les objectifs du coaching auprès de chacun des deux coachés et de son supérieur immédiat. Pensez aussi ne pas informer les parties prenantes. Décidez seul, en toute bonne foi, de votre intention de poursuivre le contrat, le mandat coaching auprès des deux coachés. Et puis, comme disait tout à l'heure Marie-Paul, dans le cas numéro 1, dans un but louable d'utiliser les renseignements de l'un des coachés, je vais reprendre, mais ce serait dans un but louable d'entraide, ce serait d'utiliser les renseignements de l'un des coachés pour aider l'autre partie. C'est gentil, mais ce n'est pas éthique. Ce n'est pas éthique. Je vais terminer juste avec ceci, de ne pas offrir la possibilité qu'un deuxième coach puisse poursuivre le coaching en cours. Donc, ce n'est pas noir ou blanc, mais ce qu'on voudrait que vous reteniez, c'est qu'il y a des choses à ne pas faire et elles sont très claires. Pour ces éléments-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais dans les éléments possibles, il y en a beaucoup. Tout à fait. Concernant l'éthique, on l'aura bien vu à travers ces deux webinaires qu'on nous a proposés, c'est qu'on est sur une espèce de curseur sur lequel on bouge plus ou moins vers la conscience, l'équité, le questionnement, l'engagement, la légitimité, la conduite, les valeurs et bien d'autres mots encore. Où est-ce qu'on se situe en tant que coach dans son questionnement par rapport à tous ces mots qui nous ont en tout cas, qui nous ont parlé, qui ont suscité nos réflexions? La question est posée. Où est-ce que vous vous situez? Et je vais laisser Marie-Paul finir pour conclure ce webinaire et vous remercier pour votre patience par rapport aux petites difficultés techniques et puis en tout cas votre suivi. Merci à vous. Alors, en guise de on s'est dit quelle est notre propre auto-évaluation au regard de nos cheminements éthiques. Je vous laisse avec 6 mots. Ouverture, vulnérabilité, sens du partage, attention particulière aux nuances possibles, vigilance face à certaines situations complexes et surtout, écoute fréquente de notre intuition. C'est les 6 éléments que nous 3, nous avons cheminé, avec lesquels nous avons réfléchi et avec lesquels nous avons préparé ces webinaires-là. Merci de votre attention. Bonne soirée, bonne nuit ou bonne fin de journée pour certains autres.
Merci à tous. Merci à tous. Merci Otis. Un grand merci, Jacqueline, Hélène et Marie-Paul, pour votre présentation. C'est toujours intéressant de vous écouter. C'est toujours très intéressant d'avoir justement des experts comme vous de l'éthique et de la déontologie. Je voulais également rappeler que nous vous donnons rendez-vous sur notre page LinkedIn ICF Synergie pour un échange avec nos oratrices. Donc, un moment de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller rejoindre notre page ICF Synergie sur LinkedIn. Je tenais également à remercier Gaëtane Lenain qui est toujours avec nous, même si vous ne l'avez pas vue, elle est toujours là. Elle nous aide justement pour le côté technique. Ah ben la voilà, elle apparaît. C'est elle aussi qui répond à vos questions lorsqu'il y a des petits problèmes techniques. Je voulais insister là-dessus. Nous nous excusons tous ces petits problèmes techniques. Nous essayons toujours de nous améliorer et de vous apporter la meilleure expérience avec les webinaires donc de l'ICF Synergie. Donc, je voulais encore clôturer en remerciant donc nos oratrices. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, où que vous soyez. Bye bye. Merci à vous.